Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième podcast de Lumière médiévale. Alors je voudrais rapidement revenir sur un changement de titre que j'ai effectué sur ma page. Je l'ai appelé comme à l'origine Lumière médiévale et plus Lumière médiévale du nord de la France. Tout simplement parce que je me suis intéressé à certains sujets qui ont rapport au Moyen-Âge ou à certaines de ces périodes, en particulier le peuple franc, et que je me suis rendu compte que si je voulais parler du peuple franc ou par exemple aussi de la construction des cathédrales gothiques ou d'autres éléments du Moyen-Âge, il fallait que je sois un peu plus large parce que le nord de la France n'est pas un découpage qui existait au Moyen-Âge en tant que tel, en tout cas la région Hauts-de-France telle qu'elle existe, et donc ça n'a pas forcément de sens. Mieux vaut parler de Flandre, d'Artois, de Picardie, et encore, c'est un peu général, de Brabant, etc. etc. Et justement, dans ce deuxième podcast, je voudrais vous parler donc rapidement de l'histoire des Francs et du peuple franc, et de l'importance que ce peuple a eu, évidemment, dans la première moitié du Moyen-Âge, dans ce qu'on appelle souvent le Haut Moyen-Âge. Ce sera donc aussi un moyen de parler de certaines villes du nord de la France et de la Belgique actuelle, mais pas uniquement, et ça me permettra d'être quand même un peu plus général et de proposer un thème qui soit pas uniquement axé sur une zone géographique. En effet, il me semble que l'histoire des peuples qu'on a appelés jusqu'à aujourd'hui barbares est peut-être sous-estimée dans l'histoire générale, enfin dans l'économie générale de l'histoire universelle, en particulier le rôle que ces peuples ont eu, en particulier les Francs, mais pas uniquement, les Visigoths notamment, que ces peuples ont eu dans la continuation de l'Empire romain. Et c'est peut-être ça qui m'intéresse aujourd'hui, que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui, c'est justement cette continuation en particulier militaire, mais aussi religieuse, de l'Empire romain au sein des peuples barbares qui se sont installés sur le territoire impérial à partir de la fin de l'Antiquité. Et parmi ces peuples, évidemment, je voudrais plus précisément évoquer le peuple franc, parce que, mais ça vous le savez déjà sans doute, c'est un peuple qui a eu une destinée tout à fait exceptionnelle, et que justement il a, par la conversion de Clovis au christianisme, tout à fait illustré cette prolongation de la religion et de la culture de Rome pendant les premiers siècles de l'époque médiévale. Alors, avant d'aller plus avant, dans ce propos, je tiens à préciser que je ne suis pas du tout historien de formation, et je ne prétends pas du tout, comme d'ailleurs pour le premier podcast, faire une histoire exhaustive des Francs, absolument pas, mais simplement de pointer quelques éléments, et puis peut-être aussi quelques livres, quelques ressources documentaires sur lesquelles je suis tombé récemment à ce sujet, et qui pourraient peut-être être profitables à tous, qui pourraient vous intéresser. En particulier un livre de Bruno Dumézil, enfin plusieurs livres en réalité, mais surtout son dictionnaire qui s'appelle sobrement Les Barbares, qui est sorti récemment, j'ai plus la date exacte, mais je la mettrai dans le descriptif. Le dictionnaire sous la direction donc de Bruno Dumézil qui s'appelle Les Barbares, et qui réunit beaucoup de contributeurs. Et puis d'une manière générale, toute l'œuvre de Bruno Dumézil sur les barbares, à la fois ses conférences sur YouTube, vous en trouverez quelques-unes, et aussi ses livres sur Bruno, sur la date du baptême de Clovis, sur certains personnages marquants de l'époque mérovingienne. Et puis son directeur, celui qui a été son directeur de thèse, je pense à Michel Rouche, qui est également un grand historien de l'Antiquité tardive et du Haut Moyen-Âge, et qui a beaucoup travaillé sur Clovis et sur le peuple franc. Donc, dans la lignée de ces grands historiens, j'aimerais plus modestement relever quelques traits de ce peuple. Donc, tout d'abord, les Francs, est-ce un peuple
exactement déterminé? Sans doute que non. En réalité, on nomme franc certains éléments germaniques qu'on a identifiés à l'est du Rhin à partir, disons, du IIIe siècle, et qui se sont installés sur la rive occidentale du Rhin, donc qui ont franchi le Rhin, au cours des IVe et Ve siècles, ou déjà à partir de la fin du IIIe siècle, et surtout du IVe et Ve siècle. Alors, ces francs entrent d'une certaine manière dans l'histoire à partir de Clodion le Chevelu, qui est un ancêtre de Clovis, qui est le père de Childéric, lui-même père de Clovis, donc qui est le grand-père de Clovis, et qui s'est imposé dans la région de Tournai, alors que les racines identifiées des Francs se trouvent plutôt dans la région de Mayence, de Trèves et de Cologne. Et à partir de ce moment-là, on commence à appeler justement les Francs dans l'entourage de Clodion, les Francs saliens, donc les Francs qui ont traversé le Rhin, par distinction avec les Francs rhénans restés de l'autre côté du Rhin. La capitale de ces Francs, récemment immigrés, c'est Tournai, la ville de Tournai dans la Belgique actuelle, qui n'était autre à l'époque que la capitale de la Belgique seconde, c'est-à-dire la province, disons, la plus au nord de l'Empire romain d'Occident. Alors, les Romains ont des relations ambiguës avec les premiers Francs, mais très vite, ils vont comprendre l'intérêt de cette masse démographique, en tout cas de ces peuples, pour combler leurs propres lacunes démographiques. De même que les Francs de toute façon s'imposent sur leur territoire sans trop demander à Rome son avis, eh bien Rome va composer avec cette installation qu'elle subit plus ou moins et en faire une force, c'est-à-dire que à partir déjà du début du IVe siècle, on va compter des généraux d'origine franque dans l'armée romaine, comme ça se faisait de manière assez courante, et des soldats francs qui vont combattre en tant que fédérés de l'Empire, c'est-à-dire qu'ils vont s'installer officiellement dans la région notamment de Tournai, puis ensuite de Thionville et de Metz, la Belgique première, avec l'accord de l'Empire. Donc on peut se référer au premier podcast que j'ai réalisé, et j'en avais déjà un petit peu parlé, donc là je rentre un peu plus dans le détail, mais pas beaucoup plus, simplement pour montrer que ce mythe des invasions barbares est à nuancer fortement, parce qu'il s'agit d'une part de migration, certes, qui s'impose à Rome sans que Rome puisse vraiment réagir à moins d'un bain de sang, et de lourdes, disons, guerres coûteuses. Donc, plutôt d'une installation certes forcée, mais ensuite d'une composition entre Rome et les barbares, ceux qu'on appelle les barbares, et ici en l'occurrence les Francs. Alors ce mouvement a lieu ailleurs, également en Bretagne, enfin en Grande-Bretagne, plus exactement, où les anglo-saxons, eux-mêmes d'origine germanique, débarquent également à l'est de l'Angleterre actuelle, puis ils s'imposent face aux Celtes, face aux notamment effectivement aux guerriers d'origine celtique, mais aussi aux Pictes, aux Sarmates, etc. Et puis on a ce mouvement ailleurs, avec d'autres barbares, notamment encore les Goths, les Ostrogoths, dans la région, jusqu'en Lombardie finalement, et puis les Visigoths qui, eux, s'installent en Aquitaine, puis ensuite en Espagne, et on aura également les Vandales en Afrique du Nord, qui traversent tout l'Empire pour s'installer en Afrique du Nord, et d'autres peuples encore. Mais alors les Francs, et c'est là où je trouve qu'ils ont une histoire, un rôle important dans l'histoire non seulement de l'Empire romain finissant, mais aussi de la France, c'est que c'est un peu la France d'avant la France, cette période franque. Et cette période franque, donc ces Francs sont non seulement un peuple plus ou moins clairement identifié, qui combat au service de Rome, il démontra sa bravoure à la bataille des Champs Cataloniques, mais c'est aussi un peuple qui, comme je l'avais annoncé au début, et comme vous le savez déjà probablement, continue un petit peu l'œuvre de Rome, en particulier religieuse, puisque Clovis se convertit au christianisme
et baptisé à Reims aux alentours de 500 par l'évêque Saint-Rémy, ce qui est également bien connu. Et à partir de là, les Francs finalement vont bâtir 3 dynasties de rois. Les Mérovingiens, du nom de l'ancêtre semi-mythique de Clodion, à savoir Mérové, dont le personnage emblématique est Clovis, mais aussi, à la fin du 7e siècle, commencent à émerger les Carolingiens, Charlemagne, descendant de Pépin de Herstal, de Pépin le Bref, et de Charles Martel, bien sûr. Et après les Carolingiens, ce sera au tour des Capétiens de s'imposer, et les ancêtres d'Hugues Capet, comme d'ailleurs Charlemagne et ses ancêtres, est d'origine franque. Alors, on est remonté pour les ancêtres d'Hugues Capet au noble Grand N de Thérouanne, on l'a appelé ainsi, Thérouanne qui est situé dans l'actuel Pas-de-Calais, puisque si Hugues Capet, lui, vient de Senlis, il est natif de Senlis, eh bien ses ancêtres, eux, viennent probablement de la région qui était située à la frontière entre Neustrie et Austrasie, dans la région de Thérouanne. Donc non seulement ces Francs sont installés, disons, effectivement dans la même région, la région de Tournai, disons, puis ensuite migrent vers Soissons et Paris, mais gardent comme cœur, y compris au 6e et 7e siècle après Clovis, donc cette région comme, un peu comme berceau et comme centre administratif. Je vous rappelle que Laon et Noyon font partie des capitales des rois mérovingiens, en tout cas carolingiens plutôt pour la ville de Laon, c'est vrai, mais font partie de ce berceau de grandes villes à l'époque des Mérovingiens et des rois francs. Et Soissons étant la capitale du royaume du Nord, du royaume de Soissons justement, au 6e siècle. Et ils vont garder cette région comme centre, et puis ils vont, sauvegarder ce qu'il reste de l'Empire finissant, en s'imposant contre des usurpateurs comme Syagrius, et en défendant les frontières de l'ancien empire contre les incursions de Huns, notamment, et d'autres barbares concurrents, y compris d'autres francs. Et ce travail va continuer d'une certaine manière sous Charlemagne, qui va poursuivre l'œuvre expansionniste qui avait prévalu sous les Mérovingiens. Il va vaincre les Saxons, il va soumettre encore d'autres peuples. À l'est, de l'autre côté du Rhin, il va d'une certaine manière retraverser le Rhin, et puis jusqu'aux Capétiens, qui, disons du Xe au XIIe siècle, s'appelleront toujours rois des Francs, jusqu'à Philippe Auguste, qui lui décidera en 1180 de s'appeler roi de France. Mais vous voyez que si le peuple franc n'est pas identifié ethniquement avec certitude, en tout cas, la culture franque, comme une culture d'un peuple germanique qui a été christianisé et donc romanisé, en particulier aussi à travers sa langue, latinisée, fortement latinisée, eh bien ce peuple, pendant des siècles, du 6e au milieu des Capétiens, aura officiellement, existé d'une certaine manière, et il aura, par notamment une vaillance militaire qui le fera entrer dans la légende, il aura assuré une certaine pérennité de la culture romaine, même si beaucoup des aspects de cette culture ont été perdus à cette époque-là, en Occident. Et d'ailleurs, il paraît que, d'après la lecture du dictionnaire de Bruno du Mézil, que l'empire de Constantinople, l'empire romain d'Orient, l'empereur, avait, au VIe siècle, interdit les mariages mixtes, c'est-à-dire les mariages entre une princesse romaine de Constantinople, ou un prince romain d'ailleurs, et des barbares, excepté avec une ou un franc. Les mariages avec les francs étaient autorisés par Constantinople, car déjà Constantinople avait pressenti dans le peuple franc une force et une vigueur, et surtout une capacité à maintenir l'héritage romain qu'il n'avait pas ressenti dans d'autres peuples, pourtant tout aussi, voire plus puissants à l'époque, comme le peuple wisigoth, par exemple. Donc, il me semble que l'époque franque, l'époque que j'appelle franque, qui correspond donc au Moyen-Âge et au début du Moyen-Âge central, eh bien c'est une époque tout à fait passionnante, et qu'on a tendance à vraiment oublier, à sous-estimer dans l'histoire nationale, parce que c'est un peu l'histoire de la France avant la France, justement,
mais il me semble qu'elle n'est pas appréciée à sa juste valeur, et que malheureusement, c'est la partie de l'histoire peut-être la moins appréciée, la moins étudiée, et la partie de l'histoire médiévale, qui est elle-même la période souvent la plus méprisée, qui est encore la moins considérée. Donc c'est vraiment ce premier Moyen-Âge, une période à réhabiliter. Il s'agirait maintenant, et ce sera l'objet de mes prochains podcasts, de montrer beaucoup plus précisément quelques éléments de la culture franque, ou de l'histoire militaire franque, ou de l'histoire politique, comment ils ont réussi à créer une culture qui soit un mélange de leurs propres rites et leurs propres traditions germaniques et de la culture chrétienne. J'essaierai de m'appuyer notamment, romaine et chrétienne, chrétienne et romaine donc, et je m'appuierai notamment sur les récits un petit peu fantasmés, enfin romantisés, mais magnifiquement écrits, les récits des temps mérovingiens d'Augustin Thierry. Je vous raconterai quelques histoires qui, à mon sens, illustrent les mœurs un peu rudes, effectivement, de ce peuple, mais aussi, eh bien, les bricolages, ils se sont débrouillés tant bien que mal, les bricolages politiques qu'ils ont mis en place et qui se sont progressivement solidifiés tout au long de l'époque franque, de Clovis jusqu'à Hugues Capet, et qui ont, malgré tout, tant bien que mal, structuré l'Europe de l'Ouest pendant presque 500 ans. Je vous remercie, j'espère que ce podcast vous a intéressé. Si vous avez des remarques ou des suggestions à me faire, eh bien n'hésitez pas à les faire en commentaire, et je lirai tout cela avec plaisir. À très bientôt sur la page Lumière médiévale. Bonne journée.